la fin explosive de La Petite Maison dans la Prairie. En 1984, sur un plateau poussiéreux de Simi Valley, Michael Landon, figure centrale de la série, ne se contentait pas de clore un chapitre. Il mettait fin à une époque, détruisant littéralement le monde qu'il avait bâti. Ce final, audacieux et controversé, a laissé des millions de téléspectateurs abasourdis, partagés entre choc et admiration. Pendant près d'une décennie, La Petite Maison dans la Prairie a incarné des valeurs universelles, la famille, la résilience, la foi. Adaptée des récits autobiographiques de Laura Ingalls Wilder, cette série a capturé le cœur de l'Amérique en dépeignant la vie rude mais pleine d'espoir des pionniers. Mais ce dernier épisode, Le Dernier Adieu, diffusé en février 1984, a brisé toutes les attentes. Ce n'était pas une fin douce et nostalgique, mais un acte de défi, la destruction totale de Walnut Grove, orchestrée par ses propres habitants. Pourquoi un tel choix? Pourquoi Michael Landon, créateur visionnaire et acteur principal, a-t-il décidé de tout faire exploser? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce moment historique. Nous remonterons aux origines de la série, explorerons les coulisses tumultueuses, analyserons les tensions entre Landon et la chaîne NBC, et plongerons dans les émotions brutes des acteurs face à la fin de leur univers. Les origines et l'impact culturel de La Petite Maison dans la Prairie. Quand La Petite Maison dans la Prairie a illuminé les écrans pour la première fois le 11 septembre 1974 sur NBC, elle n'était pas qu'une simple série. Elle était une fenêtre ouverte sur l'âme de l'Amérique pionnière, une fresque vibrante tirée des livres de Laura Ingalls Wilder. Ces récits autobiographiques, écrits dans les années 1930, racontaient la vie d'une famille confrontée aux défis de la frontière, sécheresse, hiver rigoureux et lutte pour la survie. Mais la série allait bien au-delà d'une adaptation fidèle. Sous la houlette de Michael Landon, elle devenait une exploration intemporelle des valeurs humaines, amour, sacrifice et persévérance. Dès ses débuts, la série s'est démarquée des autres drames familiaux des années 1970 comme The Walton ou Happy Days. Là où beaucoup évitaient les sujets sensibles, La Petite Maison osait plonger dans des thèmes audacieux. Le racisme, illustré par les tensions raciales dans des épisodes comme The Wisdom of Solomon, la dépendance, avec des personnages confrontés à l'alcoolisme ou encore des tragédies personnelles, comme la cécité de Mary Ingalls. Ces intrigues, souvent écrites ou réalisées par Landon lui-même, mêlaient espoir et douleur, offrant des leçons morales sans jamais sombrer dans la mièvrerie. Le personnage de Charles Ingalls, incarné par Landon, était le pilier de cette vision. Barbu, robuste, mais d'une douceur infinie, il représentait un idéal de père, protecteur, sage, mais imparfait. À ses côtés, Caroline, Karen Grace, Laura, Melissa Gilbert et Marie, Melissa Sue Anderson, formaient un noyau familial auquel des millions de téléspectateurs s'identifiaient. Walnut Grove, ce village fictif du Minnesota, devenait un symbole universel, un lieu où les épreuves forgeaient des liens indestructibles. L'impact culturel fut immédiat. Diffusée dans plus de 100 pays, la série a captivé des audiences de toutes générations. Aux États-Unis, elle attirait jusqu'à 20 millions de téléspectateurs par épisode à son apogée. Elle ne se contentait pas de divertir, elle éduquait. Les écoles utilisaient des épisodes pour enseigner l'histoire des pionniers et les familles se réunissaient pour partager les émotions brutes de chaque épisode. Les récits de la série, qu'il s'agisse de la lutte contre une tempête de neige ou d'un deuil familial, résonnaient avec les expériences universelles de résilience. Mais ce succès ne reposait pas seulement sur les histoires. Michael Landon, en tant que showrunner, scénariste, réalisateur et parfois monteur, insufflait une vision personnelle. Il s'inspirait de sa propre enfance difficile marquée par un père absent et des tensions familiales pour donner une authenticité émotionnelle à la série. Chaque épisode portait sa signature, des dialogues sincères, des paysages grandioses filmés à Simi Valley et une musique poignante composée par David Rose. Cependant, dès le départ, des fissures se dessinaient en coulisses. Landon, charismatique mais autoritaire, imposait sa vision sans compromis. Ses choix audacieux, comme aborder des sujets tabous, provoquaient des tensions avec les producteurs et même certains acteurs. Ed Friendly, co-créateur, voulait une série plus légère, fidèle au livre. Landon, lui, voyait grand, il voulait une épopée cinématographique. Cette lutte pour le contrôle créatif a façonné la série, mais a aussi semé les graines des conflits qui culmineraient dans son final explosif. À la fin des années 1970, La Petite Maison était plus qu'une série. C'était un phénomène. Elle incarnait une Amérique en quête de racines, dans une décennie marquée par le Watergate et la guerre du Vietnam. Mais alors que les années 1980 approchaient, le paysage télévisuel changeait. Les drames familiaux cédèrent la place à des soaps opulents comme Dallas ou Dynasty. Les audiences commencèrent à fléchir et NBC,
pressé de moderniser sa grille, commença à envisager la fin. Ce contexte posa les bases du choc final orchestré par Landon. Pourquoi cette série a-t-elle tant marqué? Parce qu'elle parlait à l'âme. Elle montrait que la famille, même imparfaite, était une force. Elle rappelait que survivre, c'était parfois simplement continuer. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans l'univers de Michael Landon, l'homme qui a tout contrôlé et parfois tout divisé. Michael Landon, le maître des conflits. Michael Landon n'était pas seulement l'âme de la petite maison dans la prairie. Il en était le cœur, le cerveau et parfois le tyran. Acteur, scénariste, réalisateur, producteur exécutif, il portait toutes les casquettes avec une intensité rare. Son rôle de Charles Ingalls, le père idéal, faisait fondre les cœurs. Mais en coulisses, Landon était une force complexe, un visionnaire charismatique dont le perfectionnisme inspirait autant qu'il divisait. Né Eugene Horowitz en 1936 dans une famille dysfonctionnelle, Landon avait grandi dans l'ombre d'un père distant et d'une mère instable. Cette enfance tourmentée nourrissait son travail. Il insufflait à Charles Ingalls une chaleur paternelle qu'il n'avait jamais connue, mais aussi une détermination farouche. Dès le début, il a pris les rênes de la série, écartant quiconque osait contester sa vision. Ed Friendly, co-créateur, en fut la première victime. Friendly voulait une adaptation fidèle au livre, douce et familiale. Landon, lui, voyait une fresque dramatique, capable de confronter les spectateurs à des vérités dures. Quand leurs visions s'opposèrent, Landon l'emporta, reléguant Friendly à un rôle secondaire. Ce contrôle absolu donnait à la série sa puissance. Landon écrivait des scripts jusqu'à l'aube, dirigeait avec une précision maniaque et montait les épisodes pour maximiser l'émotion. Il pouvait pleurer sur commande lors d'une scène, puis corriger un technicien d'un regard glacial. Les acteurs le décrivaient comme un paradoxe, généreux mais exigeant, inspirant mais intimidant. Karen Grass, qui jouait Caroline Ingalls, en fit l'amère expérience. Malgré son rôle central, elle était sous-payée par rapport à Landon et d'autres acteurs masculins. Lorsqu'elle demanda une augmentation, Landon, selon elle, la punit par un traitement froid sur le plateau. Il pouvait être cruel, confia-t-elle plus tard, tout en reconnaissant son génie. Les jeunes acteurs n'échappaient pas à cette dynamique. Melissa Gilbert, qui incarnait Laura, voyait Landon comme un père de substitution, surtout après la mort de son propre père adoptif. Il la guidait à travers la célébrité, mais leur lien fut brisé par la liaison de Landon avec Cindy Clerico, une maquilleuse de la série, alors qu'il était encore marié. Pour Gilbert, alors adolescente, cette trahison ravivait la douleur du divorce de ses parents. Elle coupa les ponts avec lui pendant des années, un silence qui ne se brisa qu'à l'approche de sa mort en 1991. Landon imposait une discipline de fer. Les journées de tournage à Simi Valley, sous un soleil écrasant, duraient parfois 14 heures. Il arrivait le premier, repartait le dernier, et attendait la même énergie de tous. Les techniciens le surnommaient le patron avec un mélange de respect et de crainte. Certains racontaient qu'il pouvait diriger la caméra, ajuster l'éclairage et même corriger le son en une seule prise. Mais ce perfectionnisme avait un coût. L'épuisement gagnait l'équipe et les tensions montaient. Les acteurs, liés par des années de travail, formaient une famille dysfonctionnelle, unie par la passion mais minée par les rivalités. Landon lui-même luttait avec ses démons. Les rumeurs d'alcoolisme circulaient. Il commençait certaines journées avec un café corsé au brandy et une flasque était toujours à portée de main. Ses habitudes, disent certains, amplifiaient ses sautes d'humeur, rendant le plateau imprévisible. Pourtant, son talent éclipsait ses failles. Il écrivait des épisodes qui faisaient pleurer l'Amérique, comme ILL Be Waving a You Drive Away, ou Marie perd la vue. Ces moments prouvaient que son contrôle, aussi tyrannique soit-il, donnait à la série une profondeur rare. À l'approche des années 1980, les relations avec NBC se détérioraient. Landon voulait continuer à explorer des thèmes profonds, mais la chaîne, attirée par des drames modernes, voyait la série comme un vestige d'une autre époque. Ce conflit culminerait dans la décision de Landon de clore la série à sa manière, une fin explosive qui reflétait autant sa vision artistique que sa frustration personnelle. La prochaine partie explora comment le paysage télévisuel a changé, poussant la petite maison vers sa fin dramatique. L'évolution de la télévision et les défis des dernières saisons. Au tournant des années 1980, la petite maison dans la prairie faisait face à un monde en mutation. La télévision, autrefois dominée par des récits familiaux et édifiants, s'orientait vers des drames plus audacieux et urbains. Des séries comme Dallas, avec ses intrigues de pouvoir et de trahison, ou Dynasty, avec son glamour ostentatoire, captivaient une audience en quête de modernité. La petite maison, avec ses valeurs rurales et ses leçons morales, semblait appartenir à une autre époque. Ce changement de paradigme
combiné aux tensions internes et aux pressions de la chaîne NBC, a marqué les dernières saisons et préparé le terrain pour le final explosif. À son apogée, dans les années 1970, la série attirait des audiences colossales, rivalisant avec les plus grands succès de l'époque. Mais vers 1980, les chiffres déclinaient. Les jeunes téléspectateurs, attirés par les soaps opulents ou les sitcoms comme MASH Astérisque, se détournaient de Walnut Grove. NBC, sentant le vent tourner, commençait à voir la série comme un poids plutôt qu'un atout. Les dirigeants voulaient des programmes plus modernes pour concurrencer CBS et ABC, qui dominaient avec des formats innovants. Michael Landon, cependant, refusait de céder. Pour lui, La Petite Maison était plus qu'une série. C'était une mission, un moyen de transmettre des valeurs intemporelles. Les dernières saisons, 8 et 9, diffusées entre 1981 et 1983, reflétaient cette lutte. Landon tenta de rajeunir la série en introduisant de nouveaux personnages, comme les Wilder, Laura et Almanzo, ou les enfants adoptés par les Ingalls. Mais ces changements diluaient la dynamique familiale qui faisait le charme originel. Les intrigues devenaient plus mélodramatiques, accidents, maladies rares et même des adoptions rocambolesques. Certains fans critiquaient ces évolutions, estimant que la série perdait son authenticité. Pourtant, Landon persistait, convaincu que l'émotion brute pouvait encore captiver. En coulisses, l'ambiance se dégradait. Les longues journées de tournage à Simi Valley, sous une chaleur écrasante, usaient l'équipe. Les costumes du 19e siècle, lourds et inconfortables, provoquaient des malaises chez les actrices. Melissa Gilbert et Melissa Sue Anderson, qui jouaient Laura et Marie, voyaient leur relation se tendre. Anderson, isolée par la pression et la surveillance de sa mère, devenait distante, créant des frictions avec Gilbert. Les techniciens, pour supporter les conditions, consommaient parfois des quantités impressionnantes de bière, surnommant ces journées les 3 caisses. Même Landon, épuisé par son rôle de showrunner omniprésent, montrait des signes de fatigue. Son mariage s'effondrait, sa liaison avec Cindy Clerico alimentait les ragots et son recours à l'alcool accentuait son imprévisibilité. NBC, de son côté, poussait pour un renouvellement. La chaîne suggéra un spin-off, La Petite Maison, un nouveau départ, centré sur Laura et Almanzo. Diffusé en 1982, ce projet manquait de l'âme de l'original, en partie parce que Landon y jouait un rôle moindre. Les audiences chutèrent, confirmant les craintes de la chaîne. En 1983, NBC annonça la fin de la série après 9 saisons et 204 épisodes. Landon, blessé par cette décision, refusa une fin conventionnelle. Il insista pour écrire et réaliser le téléfilm final, Le Dernier Adieu, prévu pour février 1984. Ce ne serait pas une conclusion douce, mais un cri de révolte. Ce contexte, un paysage télévisuel en mutation, des tensions internes et un créateur déterminé à laisser sa marque, a façonné la fin explosive. Landon ne voulait pas que La Petite Maison s'efface discrètement. Il voulait une fin qui résonne, un adieu qui reflète à la fois la résilience des pionniers et sa propre frustration, face à une industrie qu'il abandonnait. La prochaine partie explorera la décision radicale de détruire Walnut Grove, un acte à la fois symbolique et profondément réel. La décision de détruire Walnut Grove, symbolisme et réalité. La destruction de Walnut Grove dans Le Dernier Adieu n'était pas qu'un rebondissement scénaristique, c'était un acte de défi, une déclaration signée Michael Landon. Lorsqu'NBC annonça l'arrêt de La Petite Maison dans la prairie en 1983, Landon refusa de laisser sa création s'éteindre dans l'oubli ou être recyclée par une autre production. Sa réponse ? Faire exploser le décor, littéralement, pour s'assurer que personne ne puisse jamais reprendre Walnut Grove. Ce choix, à la fois artistique et personnel, a transformé le final en un moment légendaire de l'histoire télévisuelle. Dans l'intrigue du téléfilm, diffusé le 6 février 1984, un promoteur immobilier véreux revendique la propriété de Walnut Grove, menaçant d'expulser ses habitants. Face à cette injustice, les villageois, menés par Charles Ingalls, prennent une décision radicale. S'ils ne peuvent garder leur foyer, personne ne le fera. Un à un, ils placent des explosifs dans leur maison, l'école, l'église et le magasin général. Puis, dans une séquence déchirante, ils allument les mèches. En quelques minutes, le village qui avait incarné l'espoir à la communauté pendant 9 ans disparaît dans des nuages de fumée et de débris. Ce choix narratif n'était pas anodin. Pour Landon, il reflétait la résilience des pionniers. Face à l'adversité, ils choisissaient de détruire ce qu'ils aimaient plutôt que de le voir profané. Mais derrière cette métaphore, il y avait une réalité plus personnelle. Landon, amer après des années de lutte avec NBC, voyait la fin de la série comme une trahison. Si ça ne peut pas être à La Petite Maison, ça n'appartiendra à personne.
aurait-il déclaré à un membre de l'équipe. Détruire le décor était sa manière de protéger l'intégrité de sa vision, d'empêcher la chaîne ou d'autres producteurs de réutiliser les lieux pour des projets qu'ils jugeaient indignes. Le décor de Walnut Grove, construit à Simi Valley en 1974, était plus qu'un simple plateau. Chaque maison, chaque clôture, chaque chemin poussiéreux portait les souvenirs de 9 ans de tournage. Landon lui-même avait supervisé sa construction, veillant à chaque détail pour recréer l'authenticité du Minnesota du 19e siècle. Détruire cet endroit, c'était comme brûler une partie de son âme. Pourtant, il insista pour que la démolition soit réelle, sans effets spéciaux. Une équipe de démolition professionnelle posa des chars explosifs dans chaque bâtiment, et tout fut filmé en une seule prise, sous un soleil brûlant de Californie. Pour les acteurs, cette décision était déchirante. Melissa Gilbert, alors âgée de 19 ans, décrivit la scène comme des funérailles. Karen Grass, qui jouait Caroline, plairait en regardant l'église s'effondrer. Même les techniciens, habitués aux rigueurs du tournage, restaient silencieux, submergés par l'émotion. La destruction n'était pas seulement physique, elle marquait la fin d'une famille, d'une communauté qui s'était formée sur le plateau. Landon, stoïque, observait les décombres, conscient de l'impact de son choix. Symboliquement, cette fin reflétait les thèmes centraux de la série, la lutte pour la dignité, le refus de se soumettre. Mais elle divisait aussi. Certains y voyaient un acte de courage artistique, une conclusion fidèle à l'esprit rebelle des pionniers. D'autres, choqués, estimaient que Landon avait trahi l'héritage de la série en réduisant son cœur à des cendres. Ce débat, toujours vivant aujourd'hui, montre la puissance de ce final. La prochaine partie plongera dans les coulisses du tournage de cette scène explosive, un jour où la fiction et la réalité se sont entremêlées. Les coulisses explosives du tournage final. Le tournage du final de La Petite Maison dans la Prairie, le dernier adieu, reste l'un des moments les plus marquants de l'histoire télévisuelle. Ce jour-là, à Simi Valley, sous un ciel californien implacable, l'équipe s'est réunie pour détruire le décor de Walnut Grove. Ce n'était pas une illusion hollywoodienne. Les explosions étaient réelles, orchestrées avec une précision militaire par une équipe de démolition. Pour les acteurs et les techniciens, ce fut une expérience à la fois cathartique et dévastatrice, un adieu à 9 ans de souvenirs. Le décor, construit en 1974, était un personnage à part entière. Chaque bâtiment, l'école, l'église, le magasin de Dolzon avait été conçu avec soin pour refléter l'esthétique du 19e siècle. Pendant près d'une décennie, ces façades en bois avaient abrité des rires, des larmes et des moments qui avaient touché des millions de téléspectateurs. Mais en ce jour de 1983, tout devait disparaître. Michael Landon, déterminé à offrir une fin définitive, avait insisté pour une démolition réelle. Pas de faux explosifs, pas de trucage numérique, de la dynamite pure et simple. Si Walnut Grove doit partir, que ce soit pour de vrai, aurait-il dit. La préparation fut minutieuse. Une équipe de démolition professionnelle posa des charges dans chaque structure, calculées pour maximiser l'impact visuel tout en garantissant la sécurité. Les acteurs, habitués à jouer des scènes émouvantes, se retrouvaient dans un rôle inédit, celui de spectateurs d'une destruction réelle. Dans le scénario, leurs personnages plaçaient les explosifs, mais en réalité, ils restaient en retrait, derrière les caméras, regardant leur monde s'effondrer. Melissa Gilbert, qui avait grandi sur ce plateau depuis ses 10 ans, décrivit l'expérience comme regarder une partie de mon enfance partir en fumée. Karen Grass, bouleversée, comparait la scène à une cérémonie funèbre. Le tournage lui-même fut intense. Les caméras, positionnées pour capturer chaque explosion en une seule prise, tournaient à plein régime. Quand les mèches furent allumées, le silence envahit le plateau. Puis, un à un, les bâtiments s'effondrèrent dans un chaos de flammes et de débris. L'école, où Laura et Marie avaient appris leurs leçons, l'église, théâtre de mariage et de prière, la maison des Ingalls, symbole de leur unité, tout disparut en quelques minutes. L'odeur de la poudre flottait dans l'air, et beaucoup d'acteurs, les larmes aux yeux, restaient figés, incapables de parler. Landon, lui, observait en silence. Selon des témoignages, il resta immobile après la dernière explosion, les mains dans les poches, contemplant les décombres fumants. Pour lui, ce n'était pas seulement la fin d'une série, mais un acte de contrôle ultime. NBC, qui avait annulé la série, n'aurait jamais l'occasion de réutiliser le décor. Cette décision, bien que critiquée par certains comme un geste d'égo, reflétait son attachement viscéral à sa création. Il voulait que la petite maison reste unique, intouchable. Les réactions immédiates furent mitigées. Certains membres de l'équipe saluaient le courage de Landon, voyant dans cette fin une métaphore puissante de la résistance. D'autres,
comme certains acteurs, trouvaient la destruction inutilement brutale. Les téléspectateurs, lors de la diffusion en février 1984, furent tout aussi divisés. Beaucoup s'attendaient à un adieu émouvant, peut-être un discours final de Charlingal. Au lieu de cela, ils virent leur village bien-aimé réduit en cendres, un choc qui marqua les esprits. Ce tournage, plus qu'un simple clap de fin, était une déclaration. Landon ne voulait pas seulement clore une série, il voulait graver son héritage dans l'histoire. La prochaine partie explora cet héritage et les réactions contrastées qu'il a suscitées. La petite maison dans la prairie n'était pas qu'une série, c'était un miroir de l'âme humaine, un récit qui a capturé le cœur de millions de personnes. Le final de 1984, avec la destruction de Walnut Grove, reste l'un des moments les plus audacieux de la télévision. Michael Landon, en réduisant son univers en cendres, a protégé son héritage, s'assurant que personne ne pourrait jamais le réclamer. Était-ce un acte de génie ou de destruction? Les avis divergent, mais une chose est certaine, ce final n'a laissé personne indifférent. Des décennies plus tard, la série continue de vivre à travers ses rediffusions, ses fans et ses leçons intemporelles. Elle nous rappelle que la famille, même imparfaite, est une force et que survivre, c'est parfois choisir comment dire adieu. Merci d'avoir suivi ce voyage dans l'histoire de la petite maison. Partagez vos pensées dans les commentaires. Que pensez-vous de ce final explosif? Likez, abonnez-vous et rejoignez-nous pour d'autres récits d'Hollywood qui ont marqué le monde.